Philippe Michel, donc je suis PUPH de santé publique à Lyon j'ai travaillé pendant plus d'une trentaine d'années dans le domaine de la gestion des risques. Pour un PUPH, c'est une trajectoire, on se disait avec Pascal, un peu compliquée, puisque effectivement en gestion des risques, on a surtout des ingénieurs ou des directeurs, ce qui fait que je me suis retrouvé finalement directeur. Qualité, gestion des risques, usagers, aux Hospices civils de Lyon pendant plus de 10 ans, après avoir dirigé une structure régionale d'appui, où on était en appui des établissements sur les sujets de qualité et gestion des risques. Beaucoup travaillé sur cet aspect au plan national et au plan international, notamment avec René Amalberti, qu'on va citer là maintenant, puisque c'est lui qui aura dû faire ce topo. Et je suis ravi de le remplacer. C'est pour moi un mentor important, parce que René est un penseur vraiment reconnu au niveau international en matière de gestion des risques. Donc je vais le faire avec mes mots et vous m'emparez de ce titre-là, qui n'est pas de moi, hein, l'affection du titre n'est pas une fatalité. Je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé un aussi beau titre tout seul. En termes de lien d'intérêt, j'en ai beaucoup, évidemment, hein, ce domaine-là qui est labouré depuis quelques années, notamment celui d'avoir eu la responsabilité de faire à 3 reprises les 3 enquêtes sur les événements indésirables graves, l'ensemble des événements indésirables graves en France, en 2004, 2009, 2019. Vous voyez que c'est pas tout à fait récent. Plus récemment, j'ai construit, et je vous en parlerai un tout petit peu, avec un petit nombre de personnes, un groupe international sur ce qu'on appelle la méthode alarme. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette méthode-là, et je vous en dirai quelques mots parce qu'elle vient d'être actualisée. Alors, on ne s'est pas du tout concerté avec Hubert Joannet, mais je voulais reprendre le sujet et le titre de cette conférence, le risque, une fatalité, pour dire qu'effectivement, si on regarde dans d'autres domaines, ça n'est pas une fatalité. Alors, je commencerai par la circulation routière, puisque c'était l'exemple d'Hubert tout à l'heure. Effectivement, pour rappeler qu'effectivement, on est passé de 20 000 morts, 18 000 morts à 3 000, hein, c'est pas 4 000, c'est 3 000. Alors qu'évidemment, la circulation routière a énormément augmenté. Et quand on évalue le risque, il faut évidemment prendre en compte ces deux données. Donc, c'est possible. Et c'est possible, et quand on regarde, c'est possible, et c'est important à ce moment-là d'aller regarder pourquoi il y a eu ces cassures de courbes, à quel moment il y a eu ces cassures de courbes, et qu'est-ce qui a le plus impacté. Et là, on se rend compte que finalement, c'est l'obligation du port de la ceinture de sécurité qui a entraîné des cassures de courbes. Évidemment, il y a plein de leviers, plein d'actions, comme dans tout domaine de gestion des risques, mais il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, et c'est ça qui est important à repérer pour que finalement ce risque-là ne soit pas une fatalité. Je voulais rappeler aussi l'évolution du risque anesthésique qui est beaucoup plus proche de votre activité et où là on a eu une évolution qui est absolument unique dans l'histoire de la gestion des risques, d'une réduction d'un facteur 10 du risque à la fin des années, enfin dans les 30 dernières années du siècle précédent. Et puis Hubert a également cité le One Health, du coup ça tombe bien, puisque effectivement je voulais reprendre aussi le sujet des antibiotiques, qui est un sujet typiquement One Health, pour lequel on a bien vu que à partir de certaines actions, et notamment des campagnes de communication, hein, antibiotiques, c'est pas automatique, on a vu des cassures de courbes dans l'évolution du risque d'antibiorésistance en l'occurrence. Donc ça n'est pas une fatalité, et le risque c'est jamais une fatalité. Même si parfois c'est plus compliqué d'identifier les façons de lutter contre la fatalité. Alors, en première partie de ce topo, je reviendrai sur l'épidémiologie, qu'est-ce qu'elle nous dit hein, de la sécurité des soins au sens large du terme. Hein. On m'a bien dit, tu n'es pas un spécialiste de l'hygiène, de l'infection, de la surveillance, donc tu ne parles pas de ça. Donc je vais m'en acquitter de façon très... Non, je vous parlerai effectivement des résultats de façon plus globale parce qu'elles donnent un autre regard, un autre point de vue, et elles peuvent informer également le sujet du jour. Donc il s'agit donc de reprendre des leçons des 3 enquêtes nationales que je vous citais tout à l'heure,
sur les événements indésirables graves, évidemment en repartant de la dernière qui a eu lieu en 2019. C'est l'intérêt d'avoir fait 3 études, d'avoir été le responsable de 3 études nationales sur le sujet, c'est qu'à chaque fois, c'est la même méthode, c'est exactement la même façon de faire, ce qui permet, sur un thème d'enquête épidémiologique qui est un peu compliqué parce qu'il y a une forme de variabilité, hein, quand on analyse notamment le caractère évitable d'un événement indésirable, c'est un jugement clinique d'abord. Et donc, il y a une forme de variabilité inter-observateur qui est importante. Donc, le fait de bien structurer et d'avoir une méthode totalement, totalement similaire peut permettre de parler un peu plus, avec plus de robustesse de comparaison. À chaque fois, donc, c'était un nombre assez conséquent de patients sur un nombre important de journées observées pendant lesquelles des enquêteurs externes, un médecin, un infirmier, venaient consulter le dossier des patients, discuter avec l'équipe pour identifier les patients qui auraient eu des événements indésirables graves et avec ce regard externe, avoir effectivement des résultats qui soient plus valides. On pourra en reparler de ce sujet-là, si vous le souhaitez, que si l'équipe elle-même se pose la question de l'existence d'événements indésirables. Souvent, on passe à côté d'événements indésirables parce que finalement, ça rentre dans la routine. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, c'est comme ça, hein, donc on n'est pas loin de la fatalité. On a repéré des événements indésirables. Vous voyez, 123, c'est pas non plus énorme d'un point de vue absolu, mais ça permet quand même de faire toutes les comparaisons qu'il nous fallait en nombre de sujets nécessaires. Je vais me centrer sur les événements indésirables graves, évitables pendant l'hospitalisation, puisque cette étude aussi abordait les sujets des événements indésirables qui causent l'hospitalisation. Pour ce qui survient pendant l'hospitalisation et qui est considéré par les enquêteurs et les équipes comme étant évitable, eh bien on s'est aperçu qu'entre 2009 et 2019, il y a eu une baisse de la densité d'incidence statistiquement significative. C'est-à-dire, finalement, puisque ça, on va considérer cet indicateur comme étant un proxy de la sécurité des patients, que finalement la sécurité s'améliore. Elle a diminué de manière statistiquement significative. En médecine, en chirurgie. Alors en chirurgie, c'était moins large que ce qu'on observait en chirurgie, puisque cette signification statistique n'était valable que pour les CHU, et encore dans les CHU, dans les services, disons, monoactivité, hein, en chirurgie regroupée, on n'observait pas cette diminution. Ce qu'on a observé aussi, c'est non seulement il y en a moins, mais ils sont moins graves. Une baisse de la gravité, donc, qui est également statistiquement significative. Alors, si on regarde de façon un petit peu plus précise, pour tout ce qui est actes évitables, événements indésirables graves évitables qui sont liés à des actes invasifs en général, on observe une baisse statistiquement significative, pas pour les actes chirurgicaux. Et puis pour les infections, qui est notre sujet du jour, on est à la limite de la significativité. Donc on va considérer aussi que ça, c'est une information qui est intéressante. Ce qui me semble important, et ça sera la dernière diapositive, hein, sur le sujet des résultats de ces enquêtes, ou de cette enquête, c'est qu'entre 2009 et 2019, on a une évolution de ce qu'on appelle des facteurs contributifs. Les facteurs contributifs, alors pour ceux qui ont déjà fait, voilà, tout le monde a déjà fait de l'analyse d'événements indésirables, des RMM, etc. On sait bien que ce qui est important dans ce type d'analyse, c'est d'aller sur les facteurs contributifs, c'est-à-dire tout ce qui fait que dans l'organisation au sens large du terme du soin, il y a eu des situations qui ont favorisé la survenue de l'événement indésirable. Et donc un modèle qui est utilisé partout, et qui fonde la méthode alarme, consiste à dire il y a 7 facteurs, 2 facteurs contributifs. Il y a le patient lui-même qui peut être contributif à la survenue d'événements indésirables. Il y a le professionnel, il y a l'équipe, il y a l'organisation, il y a la définition des tâches, il y a l'institution. Et parmi ces facteurs contributifs, ce qu'on a noté dans cette enquête-là, c'est que finalement, on avait une hausse des facteurs contributifs, une hausse
en matière de défaillance humaine, de mauvaise définition de l'organisation et des tâches, de composition d'équipes qui n'étaient pas adéquates, de locaux, équipements, produits non adaptés, et une fréquence en hausse également de la culture de sécurité, ce qui est plus gênant, parce qu'effectivement, la culture de sécurité, c'est la perception que les professionnels ont de l'importance de la sécurité des patients, parmi l'ensemble des priorités qu'ils ont à faire face quand ils font leurs soins. Alors cette hausse-là, elle peut être aussi en partie biaisée par le fait que en 10 ans, il y a eu une connaissance qui s'est nettement améliorée de ce qu'est un facteur contributif, et on peut penser que les enquêteurs eux-mêmes ont été, malgré la formation qu'ils ont eue, ont été plus sensibles dans l'identification des facteurs contributifs en 2019 qu'ils ne l'étaient en 2009. Ça peut être un biais. Néanmoins, ça parle à beaucoup de monde quand même de se dire que les conditions de travail se sont dégradées et que, effectivement, cette étude montre que ça n'est pas sans lien aussi avec les sécurités des patients. La fréquence en baisse, c'était la supervision des juniors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une meilleure supervision des juniors, et la communication, qui est le facteur contributif numéro 1 dans la survenue d'événements indésirables, les défauts de communication, et ce facteur-là est stable. Donc, des bonnes nouvelles statistiques, des nouvelles peut-être plus inquiétantes en matière de conditions de travail qui sont en lien avec la sécurité des patients. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des risques associés aux soins. C'est-à-dire que notre façon d'appréhender, notre perception de la sécurité des patients et de l'importance de prendre en compte ce sujet est un construit social autant qu'individuel. C'est-à-dire qu'on peut être chacun individuellement, intimement convaincu que c'est important de travailler sur celui-ci. L'acceptabilité sociale, qui est un concept des sciences humaines et sociales, est également un élément important qui guide les comportements dans la capacité à gérer les risques. Ça ne dépend pas que de la grandeur du risque qu'on vient de voir dans l'enquête, mais ça dépend évidemment aussi de la représentation de ce que l'on en fait, de son acceptabilité. Je trouve que le terme, il est plutôt bon pour bien comprendre ce qu'il y a derrière ce concept-là. Donc on a fait une enquête, enfin on a fait un travail de recherche qui était financé par l'INSERM et l'adresse il y a maintenant quelques années, qui avait pour objectif de connaître le niveau d'acceptabilité sociale des principaux événements indésirables graves. En d'autres termes, de se dire, finalement, face à des événements, est-ce que nous, on va considérer en tant que professionnels que c'est quelque chose de grave sur lequel il faut travailler, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui, rejoint le terme de fatalité, voilà, est présent, et puis on fait avec parce que ça fait partie des risques du métier. On a fait cette enquête-là donc en présentant des scénarios à un certain nombre de professionnels sur différents types de situations cliniques, et puis on les a présentés également à en population générale, à des citoyens, pas à des patients, à des citoyens, pour étudier les différentes appréciations entre le grand public et les médecins sur ce qui est cette acceptabilité, parce qu'on ne travaillera sur la sécurité des patients qu'ensemble, entre patients, citoyens et professionnels. Alors ce que cette étude a montré, si je résume énormément les choses, c'est finalement que là on est en population générale, l'acceptabilité, on va être sur la partie gauche du tableau, l'acceptabilité absolue est finalement très différenciée. Vous avez là le pourcentage de personnes qui trouvent que le scénario n'est pas acceptable ou est faiblement acceptable. Et donc ça va de 33% à 87% sur des situations cliniques voilà, relativement usuelles. Donc il y a bien une énorme différence d'acceptabilité. La crise d'épilepsie consécutive je crois que c'était une erreur médicamenteuse, bon, ça c'est, ou la paralysie faciale après une intervention ou la luxation du crucialin, bon, tout ça, voilà, le grand public n'identifie pas ça comme étant finalement quelque chose de très grave. Ça fait partie d'eux, tout simplement parce qu'il y a en partie un manque aussi de connaissances techniques qui permettraient d'aller plus loin. En revanche, ce qu'on voit en haut,
c'est que dans la population générale, on va considérer qu'une réintervention tardive, ça c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. De même façon qu'une affection de valve, une déshydratation chez une personne âgée, une infection de cathéter ou une affection du site opératoire, on y est, ne sont pas, en tout cas sont considérés comme moins acceptables que d'autres situations cliniques que vous avez ci-dessus. Cette étude-là montre les deux tableaux, l'acceptabilité absolue et relative. En fait, ça permet de conforter la robustesse des résultats, puisque, qu'elles soient relatives ou absolues, on retrouve les mêmes catégories positionnées en haut et en bas. Si on regarde maintenant la différence, parce que ça c'était vraiment un objectif qui nous intéressait, qui était de se dire, est-ce que le professionnel va considérer de la même façon cette acceptabilité sociale sur ces situations que la population générale? On se rend compte d'abord dans un premier, donc vous avez ce diagramme en radar avec la ligne verte qui représente le niveau d'acceptabilité sociale par les médecins hospitaliers. Quand je dis professionnels, en fait, c'était des médecins qu'on interrogeait, médecins hospitaliers. Et la zone orange est le pourcentage dans la population générale. Donc on voit qu'en règle générale, et c'est pas très étonnant, l'acceptabilité est meilleure chez les professionnels qu'en population générale. Mais elle est aussi différenciée, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels la réintervention tardive, finalement, les professionnels et la population générale s'accordent pour dire que, bon, ça, voilà, il y a un truc derrière, il faut aller voir, ça n'est socialement pas accepté d'un côté et de l'autre. Sur les infections, vous voyez qu'il y a une grande différence. Ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une grande différence. Et les médecins ont une acceptabilité sociale moindre par rapport à la population générale. Alors on s'est posé évidemment la question des caractéristiques qui sont associées avec cette acceptabilité. En univarié, donc, on a identifié 4 variables qui étaient significatives. Le caractère évitable de l'événement indésirable, qui était décrit dans le scénario. Il n'y avait pas le mot évitable, mais il y avait toutes les informations pour montrer que ça aurait pu être évité. Donc le caractère évitable, la fréquence de l'exposition, qui était également donnée dans le texte, c'est-à-dire ça arrive dans un cas sur X, l'existence d'une politique de prévention et l'âge du patient. Et dans l'analyse multivariée, on s'est aperçu que seule l'évitabilité était significativement associée à l'acceptabilité sociale. Donc c'est vraiment le caractère évitable, et donc la perception que nous avons du caractère évitable qui va faire qu'on va accepter de travailler sur le sujet ou pas. L'âge des patients importe peu. L'existence d'une politique de prévention n'est plus statistiquement significative, même si on peut se dire que finalement, tout ce qui est médiatisé rend les choses moins acceptables. Et je pense que sur l'infection, c'est un peu le cas. Depuis le scandale de la clinique du sport, etc., il y a sans doute eu un phénomène médiatique qui a fait cette baisse d'acceptabilité dans la population. Donc c'était le deuxième message que je voulais partager avec vous. Puis le troisième, c'était de se dire, ben voilà, il faut absolument qu'on sache prendre du recul devant un événement indésirable grave. Alors je reprends les mots de MC Solar, hein, ça, chacun a ses références. Pour aller, mais elle est bien quand même, je vous la partage quand même. Hein. Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Ça, j'aime bien. Parce qu'on a besoin d'élan pour travailler sur ces sujets. On voit bien que dans nos contraintes hospitalières, il faut un peu prendre de l'élan pour essayer de faire changer les choses. Enfin, c'est pas perception, hein, elle n'est certainement pas partagée par tout le monde. Et donc, prendre de l'élan et du recul, c'est finalement analyser ce qui se passe. Prendre le temps de l'analyse approfondie des risques, et c'est là où on arrive sur l'utilisation de méthodes, et essentiellement en France, ce qu'on appelle la méthode alarme. En fait, on est les seuls au monde à appeler ça la méthode alarme. C'est un terme qui est impropre, puisqu'effectivement, le concepteur de cette méthode, qui est Charles Vincent, qui est un prof de psychologie à Londres, enfin maintenant il est à Oxford, a construit un protocole d'analyse d'événements indésirables qu'il appelait le London Protocol au début des années 2000,
et qu'on a réactualisé récemment voilà, dans un document qui est disponible sur Internet. Il est sur le site de l'HAS, du ministère aussi, je crois. Donc ce nouveau protocole. Donc je vous en partage un petit peu la teneur, puisque c'est relativement récent, et ça me semble important de vous la partager, parce que finalement la gestion des risques en 20 ans a quand même évolué. Et notre vision de ce qu'est la façon, les bonnes pratiques en matière de gestion des risques et d'analyse d'événements indésirables a évolué. Alors, pour reprendre un tout petit peu d'histoire, vous avez sur la gauche la photo de Charles Vincent, vraiment quelqu'un de remarquable, absolument remarquable. Et à droite, un Américain qui s'appelle Lucian Leape, qui est celui qui a publié le rapport To Err is Human, qui est le rapport fondateur sur la sécurité des patients dans le monde. Et puis le troisième personnage, c'est James Reason. James Reason qui nous a appris que finalement il faut aller sur les facteurs contributifs pour pouvoir justement apprécier le niveau d'évitabilité des événements indésirables. Il faut aller dans cette analyse approfondie si on veut changer les choses. Ne pas rester sur la couche superficielle de voilà ce qui s'est passé chronologiquement, voilà qui a fait quoi à tel moment. Ça c'est intéressant, mais c'est intéressant, ça ne donne aucune information sur ce qu'il faut faire. Il faut se dire mais pourquoi cette personne à ce moment-là a fait telle chose? Pourquoi est-ce que ce contexte-là a permis de l'éclosion de telle ou telle situation qui a amené à la survenue de l'événement indésirable grave chez la personne. Donc ça, c'est trois personnes absolument fondatrices. Et donc Charles Vincent a publié en l'an 2000, il a eu du mal, je peux vous dire, dans les années 90, rentrer dans les services cliniques et puis en tant que prof de psycho en disant écoutez, je vais vous apprendre comment je vais vous apprendre. On va réfléchir ensemble sur la façon d'analyser les événements indésirables. C'était pas simple. Il a trouvé un seul service avec un prof qui lui a ouvert les portes, c'est en gynéco-obstétrique, et il a pu construire cette méthode-là qui a été traduite en 2002 par les anesthésistes réanimateurs en langue française, et publiée dans les annales françaises d'anesthésie et réanimation. Et puis finalement, ce protocole de Londres et cette méthode alarme, la méthode alarme vient simplement du fait que Charles Vincent n'avait pas de financement, comme nous tous quand on fait de la recherche, et donc il a été sollicité une société privée d'analyse et l'Association for Litigation, je ne sais plus quoi, donc une association qui a financé ces travaux et qui était cette association s'appelait Alarme. Et cette méthode, en fait, elle a été utilisée par tout le monde dans le monde, c'est-à-dire non seulement dans les études d'ENIS en France et finalement prônée par l'HAS comme étant le support d'analyse de tout événement, mais c'est également à l'international où ça a été utilisé pour faire des études et en épidémiologie donc et en clinique. Jusqu'à ce que, effectivement, Charles Vincent avec René Abel-Berti produisent un bouquin qui est absolument remarquable et qui a eu relativement peu d'écho pour nous dire mais maintenant il faut modifier un petit peu notre vision des choses, où il faut l'amplifier, la caractériser de façon différente si on veut bien travailler sur la gestion des risques. Et puis ce bouquin ayant eu peu d'écho, finalement Charles Vincent a repris les choses et a réuni un petit groupe de travail là, qui a produit ce nouveau protocole de Londres, on continue à l'appeler comme ça, London Protocol 2024. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce protocole? La première chose, c'est de dire que maintenant, évidemment, maintenant, ces analyses-là devraient se faire en associant plus le patient et son entourage. Le patient a une vision différente de ce qui s'est passé pour la survenue de l'événement indésirable, et le patient a des informations complémentaires. Alors c'est très compliqué. Voilà, pour avoir été directeur qualité et gestion des risques, j'avais un peu de marge de manœuvre pour faire changer les choses dans l'hôpital. On a essayé de le faire avec des services qui étaient volontaires pour commencer à le faire. On voit bien que ça n'est pas simple de parler avec un patient d'un événement indésirable, de venir lui proposer de relater son histoire et puis d'en tirer un certain nombre d'éléments qui viennent
compléter la vision qu'a l'équipe clinique de ce qui s'est passé. C'est pas simple, mais ça s'inscrit parfaitement dans l'évolution de la démocratie sanitaire actuellement, hein, au sens large du terme, avec les patients qui deviennent la place des représentants d'usagers, la place des patients partenaires maintenant dans les services, etc. Cette évolution, elle est irréversible et il faut l'appliquer aussi en matière de gestion des risques, avec, on en est tous conscients, la difficulté de le faire. Le deuxième, c'est le repérage et l'accompagnement des secondes victimes. En 20 ans, on s'est aperçu qu'effectivement, on s'est aperçu de l'impact qu'avait la survenue d'événements indésirables sur les professionnels. Les secondes victimes, c'est les professionnels qui sont voilà, à l'origine ou qui sont complètement concernés par la survenue d'événements indésirables. Et donc, il y a un développement aussi finalement de dispositifs à mettre en place dans les établissements pour accompagner les professionnels. Je suis sûr que dans vos établissements, il y a eu des travaux autour de ce sujet. En tout cas, aux Hospices civils de Lyon, il y a maintenant des équipes qui sont formées, un processus d'appel anonyme pour demander de l'aide et une capacité ensuite, de façon graduée, à prendre en charge le professionnel qui a eu un événement indésirable, qui a été associé et qui est donc seconde victime. L'extension de l'analyse sur le parcours du patient. Ça, c'est quelque chose aussi qui apparaît de façon fondamentale. Le patient arrive à l'hôpital, quand il est aux urgences, il est dans un état plus ou moins dégradé, il a attendu plus ou moins longtemps, il s'est passé des choses avant. Et s'il fait un événement indésirable à l'hôpital, c'est pas forcément parce que l'hôpital travaille comme des cochons, c'est parce qu'effectivement le patient est arrivé dans une situation clinique qui fait qu'il est terriblement à risque d'événements indésirables. Et que finalement, à l'hôpital, quand il fait une petite erreur, ben finalement, ça va tout de suite aller vers l'événement grave. Alors que si ça avait été quelqu'un qui était arrivé dans de meilleures conditions physiques ou psychologiques, finalement, cet événement ne serait peut-être pas survenu. Donc, l'importance aussi de travailler sur le parcours du patient, de ce qui s'est passé, de pourquoi il est arrivé dans cet état-là à l'hôpital. Enfin, c'est particulièrement vrai en gynéco-obstétrique, quand on voit des patientes arriver. Enfin, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi sur le sujet, expérimentés. Donc je pense qu'il y a en tout cas, la recommandation, c'est, même si là aussi ça n'est pas simple à faire, mais c'est travailler beaucoup plus avec la ville ou les autres établissements adresseurs. L'identification plus fine des conséquences pour le patient après la survenue. C'est-à-dire qu'effectivement, le patient, voilà, juste après on va le voir, on l'informe la plupart du temps, ce qui est déjà bien, parce que ça aussi ça a évolué, et on s'assure du fait que voilà, on lui a transmis l'information complète, la plus honnête possible, et puis voilà, puis après chacun repart et puis le vit comme il peut. Là aussi, identifier de façon plus fine les conséquences pour le patient après sa survenue. La cinquième des nouveautés, c'est, je vous disais tout à l'heure, il y avait 7 familles de facteurs, c'est l'ajout d'un 8e facteur dont on s'aperçoit qu'il devient aujourd'hui quand même très souvent présent, c'est tout ce qui est contribution des outils numériques à la survenue d'événements indésirables. Et puis enfin, c'est la dernière partie, c'est de se dire ce qui est le plus compliqué dans l'analyse approfondie, c'est le plan d'action. C'est pas de décrire chronologiquement les choses, c'est pas de chercher les erreurs qui sont contributives, c'est pas de chercher les facteurs contributifs. Ce qui pêche le plus dans nos analyses, c'est le plan d'action. C'est difficile d'écrire un plan d'action qui débouche sur la capacité de mettre en œuvre et de suivre ce qui se fait. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je l'espère dans les temps, quelques messages à retenir de gestion des risques, mais que j'ai voulu beaucoup plus... que j'ai voulu recentrer sur des éléments, hein. Ça ne représente pas tout ce qu'il y avait dans cette présentation, mais la première, donc, c'est l'importance du partenariat patient, qui est prôné. Vous voyez, hein, le BMJ, c'est en 99 qu'il a sorti son premier numéro spécial sur la notion de partenariat, hein, d'empowerment, comme on dit, des patients, de capacité à participer et à contribuer à sa propre prise en charge et puis à l'amélioration de la qualité.
Le deuxième message porte autour des secondes victimes dans nos établissements. Si on n'a pas mis en place un dispositif de support de ces professionnels, il faut absolument être un acteur qui essaye d'inciter à ce que ça se mette en place, parce qu'on voit bien dans la situation actuelle que c'est un caillou de plus dans nos problèmes de RH qui peut aggraver des situations. Puis le troisième, c'est celui du signalement, tout simplement, de faire connaître autour de soi et de partager les erreurs, les événements indésirables graves, parce que on sait bien que les choses n'avancent que si elles sont connues et elles sont partagées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation très très claire, je pense très riche. On a le temps pour une ou deux questions. Si vous avez des... Oui, Patrice Baillet, tu vas. Merci beaucoup. Dans le sujet, pour les chirurgiens, je reviens aux problèmes infectieux, mais c'est à la base une ISO, donc une enquête récente faite par Gabriel Birgan et son équipe a conclu que les chirurgiens viscéraux considéraient que l'ISO était une fatalité et que finalement il n'y avait pas de prise sur justement les facteurs inductifs de cet événement. Et il apparaît que bien souvent, lorsqu'on parle d'ISO, on ne parle pas du mécanisme qui a abouti à l'ISO. On ne parle pas du mécanisme de l'ISO. Voilà. Et je pense que c'est là que, encore une fois, on peut éliminer cet aspect de fatalité. Il y a un mécanisme, et en analysant les facteurs d'apparition de l'ISO, avoir un levier ou des leviers plus consistants. Qu'en pensez-vous ? Oui, évidemment, l'ISO n'échappe pas à ces réflexions générales que je partageais avec vous. Simplement, effectivement, mon expérience, c'est une expérience de médecin de santé publique, voilà, je ne suis pas un clinicien en première ligne sur le terrain, mais pour avoir contribué à l'analyse de beaucoup de cas, je peux partager avec vous le fait que l'ISO en fait est un sujet particulièrement compliqué à analyser. Quand on veut parler d'analyse approfondie, donc de recherche des facteurs contributifs, tout simplement parce que l'erreur, il y a l'événement indésirable avec ses conséquences, il y a l'erreur qui est au contact direct, qui est très proximal de la survenue de l'événement indésirable, et après il y a tous les facteurs contributifs dans la profondeur de la vie institutionnelle et de service. L'erreur est compliquée à identifier. Il faudrait quasiment être en observation pour savoir si pendant l'intervention ou si après dans les soins qui sont donnés dans le service, il n'y a pas eu une erreur d'hygiène. Voilà, c'est pas marqué dans les dossiers. Les professionnels parfois ne s'en rendent même pas compte, ou en tout cas ont un peu de mal à le signaler ou et donc, on est assez démunis dans l'identification de l'erreur, et donc on passe directement du facteur contributif à l'événement indésirable, avec le risque de surinterpréter l'importance des facteurs contributifs, parce que finalement, après, ça devient une construction un peu intellectuelle, de se dire, bah oui, on manquait de personnel, ou alors il y avait une pression des anesthésistes, chirurgiens qui font que vraiment ça devait arriver. En fait, c'est un événement indésirable grave, l'ISO, qui est compliqué, enfin grave ou pas grave d'ailleurs, évidemment, qui est particulièrement compliqué à analyser. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais on reconnaît la complexité effectivement de l'ISO. C'est sans doute pour ça qu'effectivement, sur ce sujet-là, finalement, on n'arrive pas à avancer, alors que c'est vraiment un sujet évidemment de vigilance. Vous voyez, dans l'enquête ENEIS, on n'atteint pas le seuil de significativité, alors que quasiment tout s'est amélioré de façon significative. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une, on peut prendre une question avant de passer à...
Non? Eh bien écoutez, merci beaucoup Philippe, Michel.